Encore un acronyme barbare à qui l'entend pour la première fois. La dotation horaire globale n'est pas qu'une suite de trois lettres, c'est surtout l'un des éléments les plus sensibles dans l'établissement, qui impacte l'année entière, le métier d'enseignant, les conditions et le cadre de travail. D'abord de l'enseignant et finalement de la communauté entière. Pourquoi la DAG est-elle autant source de crainte et d'incertitude? Bienvenue sur Capsule Éducation, le podcast de l'AED décalé. La seconde juridique, tout savoir sur le cadre de la dotation horaire globale. Le Code de l'éducation a déjà quelques éléments à donner dans un contexte global. Article R421-2. Les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d'enseignement adapté disposent, en matière pédagogique et éducative, d'une autonomie qui porte sur notamment l'emploi des dotations en heures d'enseignement et, dans les lycées, d'accompagnement personnalisé mis à la disposition de l'établissement dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires. Article R421-9. En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article R421-2 et exécute les décisions adoptées par le conseil. Dans l'hypothèse où la proposition relative à l'emploi des dotations en heures est rejetée par le conseil d'administration, une nouvelle proposition lui est soumise. Le second vote du conseil doit intervenir dans un délai de 10 jours suivant son premier vote. En cas de rejet de cette seconde proposition, le chef d'établissement, en qualité de représentant de l'État, arrête l'emploi des dotations en heures. L'arrêté du 16 juin 2017 précise l'organisation des enseignements dans les classes au collège. Article 4. La répartition entre les enseignements complémentaires est déterminée par l'établissement, en fonction des besoins des élèves accueillis et du projet pédagogique de l'établissement. Elle est identique pour tous les élèves d'un même niveau. Dans les collèges publics, cette répartition est fixée par le conseil d'administration après avis du conseil pédagogique. Dans les collèges privés sous contrat, cette répartition est fixée par le chef d'établissement en concertation avec les professeurs. Article 6. Outre la dotation horaire correspondant aux enseignements obligatoires, une dotation horaire sur la base de 3 heures par semaine et par division est mise à la disposition des établissements qui en arrêtent l'emploi. Cette dotation horaire attribuée à l'établissement lui permet de favoriser le travail en groupe à effectif réduit et les interventions conjointes de plusieurs enseignants. En outre, elle peut être utilisée pour proposer un ou plusieurs enseignements facultatifs. Article 9. L'établissement peut moduler la répartition du volume horaire hebdomadaire par discipline, dans le respect à la fois du volume horaire global dû à chaque discipline d'enseignement obligatoire pour la durée du cycle, du volume horaire global annuel des enseignements obligatoires dus à chaque élève et des obligations réglementaires du service des enseignants. La répartition du volume horaire des enseignements obligatoires doit rester identique pour tous les élèves d'un même niveau. Toutes les disciplines d'enseignement obligatoire sont enseignées chaque année du cycle. De son côté, l'arrêté du 21 novembre 2018, qui concerne les enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire et préparant au baccalauréat professionnel, dit ceci. Article 2. Les enseignements obligatoires comprennent des enseignements professionnels, des enseignements généraux et un volume horaire dédié à la consolidation des acquis, à l'accompagnement personnalisé et à l'accompagnement au choix d'orientation, qui, en terminale professionnelle, comporte une préparation à l'insertion professionnelle ou à la poursuite d'études supérieures, en fonction des projets des élèves. Article 3. La durée totale des périodes de formation en milieu professionnel est de 18 à 22 semaines, en fonction de la durée fixée par l'arrêté de création de la spécialité. La répartition de ces périodes dans l'année scolaire relève de l'autonomie des établissements, de même que la modulation du nombre de semaines en seconde professionnelle et en première professionnelle, dans le respect de la durée totale sur le cycle prévu pour chaque spécialité. Article 4-2. L'organisation et la mise en œuvre des heures en co-intervention de classes de terminale sont examinées en conseil pédagogique pour les établissements publics locaux d'enseignement et en concertation avec les équipes enseignantes pour les établissements privés sous contrat.
On enchaîne sur l'arrêté du 16 juillet 2018 qui conditionne l'organisation et le volume horaire de la classe de seconde des LEGT et des LEGT agricoles. Article 4. Une enveloppe horaire de 12 heures par semaine et par division, qui peut, en fonction des spécificités pédagogiques de chaque établissement, être abondée par le recteur d'académie ou le vice-recteur, ou, pour les établissements relevant de leurs compétences, par les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, et laissée à la disposition des établissements. L'utilisation de cette enveloppe est fixée par le conseil d'administration. Dans les établissements publics locaux d'enseignement et dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole, le conseil d'administration se prononce après consultation, respectivement du conseil pédagogique ou des conseils compétents. Dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, l'utilisation de cette enveloppe horaire est fixée par le chef d'établissement en concertation avec les professeurs. Le projet de répartition des heures prévues pour la constitution des groupes à effectifs réduits tient compte des activités impliquant l'utilisation des salles spécialement équipées et comportant un nombre limité de places. La seconde technique, en plein dans le jargon des emplois du temps. Il y a là une palanquée de termes que tu ne croiseras que pour les collèges, les lycées et certaines structures attachées au premier degré. En revanche, les écoles maternelles et élémentaires sont fixées à 24 heures hebdomadaires par semaine. Bon, logiquement, hebdomadaire, c'est par semaine. Et l'emploi du temps n'obéit pas aux mêmes obligations que dans le second degré. Il y a des horaires réglementaires pour chaque matière, mais l'organisation de la journée et du où, quand, comment est bien laissée à l'appréciation du professeur des écoles. Ici, on va d'ailleurs se focaliser sur le fonctionnement d'un établissement public. Ça se passe à quel moment de l'année? L'histoire de la DSG commence bien avant son arrivée dans l'établissement. Elle doit d'abord respecter la loi des finances votée par l'Assemblée nationale, une première étape qui a lieu en automne, suivie de près par la répartition des dotations nationales. C'est entre novembre et décembre que les comités du ministère se réunissent entre académies, puis entre départements. Le comité technique spécial départemental valide la répartition via son conseil d'administration. En fait, les services académiques se basent sur un calcul effectué dès la rentrée de l'année en cours, en utilisant la méthode des taux apparents de passage. Avec les effectifs définitifs de la rentrée, ils calculent juste la prévision des effectifs de l'année suivante avec les besoins associés pour coller au terrain, et en lien avec le chef d'établissement. Bon, ça c'est en théorie, on est d'accord. En tout cas, c'est cette prévision qui sert de base à la DHG. Et à partir de mi-janvier à peu près, la dotation horaire globale débarque enfin dans les établissements. Les DSDEN et les rectorats les communiquent aux chefs d'établissement, respectivement pour les collèges ou les lycées. Un tour sur les différentes étapes de la DSG pour y voir plus clair. Au collège, de quoi qu'est-ce? Dotation à la structure, pour commencer. Elle comprend les heures réglementaires accessibles sur Eduscol. En somme, les heures minimales arrêtées pour chaque discipline et pour chaque niveau. Ensuite, on a le nombre d'élèves par niveau qui donne le nombre total de divisions ou de classes. Pour avoir la dotation à la structure, il faut donc multiplier le nombre de divisions par le nombre d'heures réglementaires, en ayant bien conscience des différences d'heures entre chaque niveau. J'y ajoute les 3 heures de marge par division apparues avec la dernière réforme du collège. Pas forcément des heures disciplinaires en plus d'ailleurs, puisque celles-ci ont été réduites avec la réforme. Les épis, AP et enseignements facultatifs sont bien pris en compte dans les heures disciplinaires ou la marge par division. Attention! On y ajoute les horaires statutaires à multiplier par le nombre d'enseignants concernés. C'est pour les heures de labo ou du NSS principalement. On y ajoute encore les heures à prendre en compte pour la pondération en REP+, prévues pour compenser les allègements de service. Le reste des heures pour tâches supplémentaires sont avalées dans les indemnités pour missions particulières, et elles correspondent à la deuxième enveloppe de la dotation globale, la première étant la DHG. Après la dotation à la structure, le deuxième élément à calculer, ce sont les heures spécifiques. Contrairement aux horaires réglementaires, elles ne sont pas aussi bien définies au niveau national, ce qui en fait un problème. Parmi les critères figurent par exemple le classement de l'établissement et ses dispositifs pédagogiques. De quoi assurer des déséquilibres selon l'établissement, son histoire et ses moyens propres. La DSG au lycée maintenant.
On y retrouve le même calcul de la dotation dite à la structure, qui concerne donc les heures réglementaires minimales en fonction du nombre de divisions et d'élèves. On y retrouve encore les heures statutaires qui concernent l'UNSS et les heures de labo. Et les heures spécifiques toujours attachées à l'établissement, son classement, ses dispositifs et ses projets. Nouveauté toutefois avec les heures d'autonomie qu'il faut ajouter au reste du calcul. Ces heures-là intègrent tout simplement les enseignements facultatifs, les dédoublements ou l'accompagnement personnalisé, notamment. Il s'agit de permettre une souplesse relative dans la répartition à venir. Cette DAG prend toujours en compte le volume horaire en heures poste, celui en heures supplémentaires et celui des IMP sur la seconde enveloppe. Petit plus, le nombre de divisions ou classes et les spécialités sont imposés par les services académiques. Et les heures d'orientation ne sont pas comptées dans la DAG, ce sont des heures élèves. À ce calcul-là, on y ajoute enfin les pondérations des enseignants, sans oublier celles liées à l'enseignement supérieur si le lycée accueille des classes post-bac. Une fois que la DAG est transmise, ce n'est que le début, car le plus important, et ce qui va déterminer l'année suivante, ce n'est pas la DAG, mais le tableau de répartition des moyens donnés, le TRMD. C'est pour ça que tu entendras parfois dire que voter pour une DAG ne sert à strictement rien, que ce n'est pas elle qu'il faut refuser. La DAG ne change pas une fois qu'elle est transmise au chef d'établissement par les services académiques, sauf cas particulier qu'on va voir après. Comment ça se passe une fois que la DSG arrive? Le chef d'établissement réunit les enseignants en conseil pédagogique pour définir les choix et des plans de route sur le futur TRMD. Classe à dédoublement, organisation des AP ou des options, dispositifs, HSE et HSA qui intéressent déjà. C'est un large éventail de propositions et de demandes qui sont mises à jour dans ces réunions. D'où l'intérêt d'y participer, même si, attention, le vote n'a pas lieu à ce moment. Quand même, ça permet de connaître la DSG et d'avoir une idée de ce que les équipes souhaitent, leurs revendications et leurs contraintes. Sans parler des contraintes réglementaires pour élèves et enseignants. L'occasion donc de vérifier que tout est bien respecté à ce niveau. Nouvelle étape. Le chef d'établissement planche sur une première mouture de TRMD. Et on ne se parle pas de répartition d'emploi du temps. On se parle de répartition de moyens. Donc toutes les heures allouées à toutes les disciplines en fonction du nombre d'enseignants et de leur obligation de service, des missions spécifiques. C'est seulement après cette première ébauche de TRMD que le conseil d'administration se réunit pour voter. Si le TRMD est voté par le CA et validé par les autorités académiques, il ne peut plus bouger et c'est bien lui qui servira de référence pour les emplois du temps à venir. Par contre, si le CA refuse le premier essai, il faut en faire un autre, dans un délai de 10 jours suivant le premier vote. Et là, le chef d'établissement a l'obligation d'en proposer un autre, même s'il ne change qu'un seul petit détail dedans. En revanche, et c'est important de le savoir, toute personne qui siège au conseil d'administration peut proposer son propre TRMD, pourvu qu'il respecte les obligations et contraintes réglementaires. Et si c'est cette mouture-là qui est votée, le chef d'établissement ne peut plus présenter le sien. Et si la seconde proposition de TRMD est une fois de plus refusée en conseil d'administration, c'est le chef d'établissement qui a la main et qui décide. Attention donc lors du vote qui peut vite jouer en défaveur. Ben ça c'est fait, le TRMD a été voté par le CA. Maintenant, le chef d'établissement doit remonter le document final aux autorités académiques. L'occasion pour lui de demander des ajustements. Et c'est là qu'en fin de compte, la DAG peut être amenée à subir des modifications heureuses ou non. Création ou suppression de postes, si les heures sont insuffisantes ou si un enseignant ne peut pas effectuer de complément de service dans un autre établissement. Création d'un bloc de moyens provisoires pour qu'un remplaçant puisse effectuer des heures en plus. Ou création de compléments de service donnés ou reçus. Ajustements divers, postes stagiaires. Tout ceci se fait via les remontées et le dialogue parfois corsé entre le chef d'établissement et l'autorité académique. On touche à la fin. Il était temps. Parce qu'après la validation et les ajustements du TRMD, c'est déjà l'heure de se mettre aux emplois du temps de l'année suivante et à la répartition des services, forcément. On en passe encore par les conseils d'enseignement pour l'organisation finale. Projets et dispositifs, contraintes et demandes, matériel et ressources, propositions des enseignants sur la répartition dans une discipline, tout y est. Puis viennent les tout derniers ajustements.
les effectifs définitifs de l'année suivante, après les conseils de classe et les inscriptions et réinscriptions, la répartition des élèves dans les divisions, la répartition arrêtée pour les services des enseignants et les emplois du temps à construire. Un récapitulatif bienvenu des acronymes et de leur signification. On y va! Le premier élément qui détermine tout le reste, c'est la DAG, la dotation horaire globale. TRMD correspond au tableau de répartition des moyens donnés. Et c'est bien avec ce document que les emplois du temps peuvent débuter, puisque toutes les heures d'enseignement y sont données. C'est la référence. Une fois que le TRMD est arrêté, on ne peut pas y toucher. C'est lui qui s'applique l'année suivante. HP pour heure poste, ça correspond aux obligations de service de tous les enseignants présents et à toutes les heures qui leur seront données. HSE, c'est l'heure supplémentaire effective, qui ne sera donc payée que si elle a été faite. Et HSA s'entend comme heure supplémentaire annuelle. Ah oui, on rappelle que depuis 2019, c'est 2 HSA obligatoires. Si un collègue se retrouve en sous-service dans le TRMD, on entend parler de CSD pour complément de service donné, c'est-à-dire un collègue qui effectuera des heures dans un autre établissement en service partagé, parce qu'il n'y a pas assez d'heures pour lui dans l'établissement d'origine. CSR, ce n'est pas tout à fait pareil, c'est complément de service reçu. Ça désigne tout bêtement l'établissement qui a trop d'heures non pourvues et qui accueille donc un enseignant en complément de service. Le plus important à retenir ici, c'est que l'enseignant est partagé entre plusieurs établissements. IMP, c'est indemnité pour mission particulière, et c'est pour les missions qui ne sont pas de l'enseignement pur. Un dernier pour la route. BMP, qui ne désigne absolument pas une personne comme on peut le croire. Il s'agit du bloc de moyens provisoire, qui permet de nommer un remplaçant sur un poste si les heures postes, les HSA ou les HSE ne sont pas pourvues, et si une création de poste définitif n'est pas envisageable. Là où ça se complique, qu'est-ce qui ne va pas avec la DHG? La DHG et le TRMD sont d'une importance capitale. Ce sont ces deux éléments qui déterminent le fonctionnement de l'année à venir, donc les conditions de travail des enseignants. La vigilance est de mise dans les conseils pédagogiques, le CA et les conseils d'enseignement, car chaque point qui ne respecte pas la réglementation ou les contraintes peut détruire ou dégrader l'organisation. Des HSE en nombre suffisant mais pas trop, des élèves qui ont la possibilité d'accéder à leurs vœux, notamment sur les langues et les options proposées par l'établissement, des effectifs qui collent bien à la réalité pour ne pas surcharger davantage la classe. Ces éléments-là sont indispensables à vérifier, par le chef d'établissement comme par les enseignants. Quand on parle de DHG, c'est surtout pour du négatif. Ceci dit, c'est essentiel de le savoir aussi. Des établissements parviennent à s'en sortir, ne constatent pas de perte d'élèves et ne perdent pas d'heures ou de postes. Certains voient même être créés, ou des divisions entières, des nouvelles spécialités. Tout ceci s'accompagne logiquement de moyens en plus, qui prennent réellement en compte les besoins et ne grappillent pas sur le budget pour économiser encore plus. Discipline amenée à se réduire ou à disparaître. Qu'en est-il des enseignants? Parce que oui, la majorité a l'air de concerner des établissements qui peinent à s'en sortir avec les moyens donnés. Et ce sont les enseignants qui subissent en premier. Les conséquences tiennent en une seule phrase. Complément de service, horaires supplémentaires et suppression de postes se multiplient. D'ailleurs, ça touche régulièrement des disciplines en particulier. Au collège, ce sont par exemple les postes en technologie, en musique et en arts plastiques qui se retrouvent en difficulté d'année en année. Et voilà, il y a des possibilités de faire un complément de service. Sauf que si les collèges autour sont dans la même situation avec des sous-services, ça coince forcément parce qu'aucun établissement ne peut accueillir un complément de service. Attends un peu qu'on y ajoute les matières en déficit, pour ne pas citer la technologie et les mathématiques. Et là, ce n'est pas un complément de service ou une création de poste qu'il faut. C'est bien un remplaçant contractuel ou un titulaire qu'il faut urgemment pour combler le poste. Ah oui, d'accord, mais si personne ne se présente, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on voit malheureusement au quotidien depuis 2 ou 3 ans, si ce n'est plus. Des classes sans enseignants, donc des classes sans programme, y compris sur des niveaux à examen, sinon c'est pas drôle. Rien n'est drôle dans ces situations, évidemment. Ce qu'il en reste, c'est que les collègues qui ne parviennent pas à compléter leur service sur un seul établissement sont dans l'obligation de prendre un complément de service, voire de céder leur poste s'ils sont bloqués dans les heures. Et complément de service, c'est effectuer des heures dans plusieurs établissements. 2 au minimum, 3 c'est possible aussi.
La question des conditions de vie se pose, en plus des conditions de travail. Là où un enseignant sur poste fixe et sans complément de service arrive à gérer sa semaine entre la classe, ses déplacements, les exigences de l'établissement et sa vie personnelle, qu'en est-il des CSD ou des CSR? Toujours sur la route, jamais sûr d'être repris l'année suivante si la DHG voisine augmente ou diminue, à cavaler entre les établissements et les classes sans pouvoir souffler, et sans avoir de jours de repos si les emplois du temps sont étalés sur toute la semaine. Autre solution qui fait mal et qui est amenée à se généraliser elle aussi. S'il n'y a pas assez d'heures dans la discipline et que les compléments de service sont exclus, l'enseignant en sous-service se voit proposer des heures dans une autre discipline. C'est le cas des enseignants de mathématiques à qui on demande d'assurer l'enseignement de NSI, ou ceux d'art plastique qui prennent le cinéma audiovisuel, ceux d'histoire qui prennent les lettres alors qu'ils ne sont pas PLP lettres histoire. Sans même parler des HSE et HSA qui grimpent vite, jusqu'au point où chaque enseignant est obligé d'en prendre plusieurs pour tenir la répartition des services et faire quelque chose de potable et difficilement faisable. Pendant ce temps, des postes disparaissent ou se réduisent, et les dédoublements disparaissent avec. Ce qui amène à ça. Les effectifs d'élèves ne seraient-ils pas constamment sous-estimés par les services académiques lors des calculs des dotations globales? De là à dire que c'est intentionnel, je ne sais pas, même si l'aspect économique et budget revient souvent. En revanche, ces effectifs sous-évalués ont des conséquences désastreuses. Difficile d'établir de bonnes conditions de vie et de travail pour élèves et personnel quand on manque de moyens, et que les autorités compétentes en ont conscience sans agir. D'où une pratique régulière et discrète pour gonfler légèrement les effectifs des établissements. On appelle gentiment ça la création d'élèves fictifs, une façon difficilement vérifiable de sauver les meubles en annonçant plus d'élèves que prévu, pour garder des postes et des heures nécessaires. Peu visible et tenant compte des évolutions selon les années, pas disproportionné pour ne pas alerter et se faire prendre, certes illégal, mais surtout vital en fin de compte. Quant au lycée professionnel, la consolation commence à devenir un problème aussi. Les plateaux techniques exigent par exemple de respecter scrupuleusement le nombre d'élèves admis, parce qu'on ne peut pas dédoubler le matériel déjà coûteux, et surtout que la pratique obéit à des règles de sécurité très strictes. Et voilà que certains rectorats regroupent déjà des spécialités professionnelles dans les heures réglementaires, sans tenir compte des horaires dus à chaque niveau ou spécialité. Ça coince, oui, surtout quand les spécialités regroupées sont, comment dire, à l'opposé l'une de l'autre sur les apprentissages. Et les parents, qu'est-ce qu'ils en disent? Toute cette histoire de DAG et de TRMD concerne avant tout les enseignants puis les élèves, à travers les conditions vécues par les enseignants. Mais au-delà de ça, ce qui impacte l'enseignant et l'élève, puis la vie scolaire et l'équipe de direction, finit aussi par impacter le parent. Si le cadre se dégrade pour l'un, il se dégrade pour tous, avec un certain temps de retard, pour un résultat qui viendra quand même. Et mis à part les personnels de l'établissement qui sont aussi parents, est-ce que les autres savent de quoi il est question quand on parle de DHG? Mis à part ceux qui siègent au conseil d'administration et dans les autres instances ouvertes aux familles, qui connaît le fonctionnement et ses conséquences néfastes? Le parent qui ignore la DHG et le TRMD a quand même accès à quelques éléments. Il sait que son enfant est privé de cours parce qu'il n'y a pas de remplaçant ou de titulaire dessus, quoiqu'il ne sait pas vraiment qui est contractuel ou titulaire. Il sait qu'un enseignant est en arrêt maladie pour burn-out, encore que cette information n'est pas censée être connue. Il sait que des heures de cours manquent dans l'emploi du temps, que l'option que convoitait son enfant n'est pas ouverte alors qu'elle était proposée sur les documents d'inscription. En bref, il voit ce que son enfant vit et lui raconte. Cependant, il ne connaît pas toujours les raisons. Il ne monte pas au créneau à cause de la DAG ou d'une mauvaise répartition des moyens. Il le fait parce que l'emploi du temps de son enfant est un gruyère humainement discutable. Que sur un niveau à examen, il est parfaitement inadmissible qu'aucun enseignant ne puisse effectuer les heures dues. Ouais, bon, c'est pas plus acceptable sur des niveaux sans examen. Nous sommes bien d'accord. Les dédoublements. Il sait que ça allège les effectifs d'une classe. Il sait que chaque élève peut suivre un parcours plus individualisé que ce qui est fait aujourd'hui. Mais il ne sait pas que s'il n'y a plus de dédoublement, c'est probablement parce que la DHG a été sous-évaluée, que les moyens manquent et que pour sauver une discipline ou un poste, il aura fallu faire l'impasse sur ce dédoublement nécessaire. Qu'en pensent les familles et responsables légaux? Ils ne sont pas stupides. Ils ne se hissent pas tous contre les représentants de l'école.
Stop avec cette conception unique qui pose le parent comme l'ennemi ultime. Ils voient les conséquences d'une politique d'économie sur leur enfant, sa scolarité et son avenir, son comportement même. Mais ils ne savent pas forcément d'où ça vient, pas tous. D'où l'intérêt quelque part de leur laisser l'accès au fonctionnement de l'établissement, sans nécessairement les inviter à participer activement à ce fonctionnement. Après tout, on se parle bien des conditions de travail des enseignants, pas de celles des familles. C'est donc logique que les familles restent en retrait sur les décisions liées à la DSG. Et qu'elles restent en retrait ne signifie pas pour autant les exclure totalement. Là est la différence. Plutôt difficile à appliquer quand le rôle de chacun est flou. Y aurait-il un lien entre la DAG et la pénurie de recrutement? Étant donné les remontées des admissibilités au CAPES externe de toute discipline, le lien va se resserrer, c'est une évidence. Il suffit de regarder les mathématiques et la technologie, la musique ou les lettres classiques. Et si déjà le taux d'admissible au concours est plus bas que les postes offerts, on se doute que le taux d'admis sera encore plus bas que le nombre de postes. Une fois constaté, si on ne trouve pas de nouveaux enseignants alors que dans le même temps d'autres enseignants quittent définitivement la maison, on en arrive à ne plus pourvoir tous les postes, y compris hors concours. Pénurie de recrutement. Puis quand la DAG s'en mêle, ce sont des heures postes non pourvues, des demandes pour que d'autres enseignants en sous-service ou même en service complet assurent ces heures sur des HSA ou des HSE, et d'autres situations qui, à terme, étouffent les enseignants dans des emplois du temps impossibles. Et pendant ce temps, ils ne peuvent plus assurer leur mission sans se mettre en danger. Est-ce que c'est le moment de se parler des job dating organisés par les académies pour remédier à la pénurie? Patience, d'accord? Patience. On se garde ça pour plus tard. Même chose pour les mathématiques disparues du tronc commun, puis remises dans le tronc sous la forme d'options, alors que les DAG sont déjà distribués aux établissements. Arriver en juin, c'est plus que tard, mais c'est pour un autre jour. Autant faire étape par étape. L'hôtesse en parle encore et encore, d'une école qu'on dépouille en s'étonnant de la voir dépérir. Pour le coup, je ne suis pas parmi les plus concernés puisque je ne suis pas enseignante. La DAG et le TRMD sont bien des éléments qui accompagnent les collègues de l'enseignement en permanence. Et c'est dur de prétendre tout savoir de ce qu'ils peuvent vivre avec les réunions de la DAG et tout ce qui s'ensuit. Je ne peux que me fier à leurs réactions, à ce qu'ils me disent, aux témoignages que je lis et découvre partout sur la toile. Je ne pourrai jamais tout saisir, parce que si moi je peux perdre mon poste à tout moment parce que le rectorat supprime un poste de vie scolaire, eux risquent non seulement de perdre leur poste, mais aussi de devoir muter à des kilomètres, dans un autre département, une autre région si les matières sont trop demandées, ou même de ne pas trouver de poste fixe. Ils risquent de devenir titulaires sur zone de remplacement. Je n'ai pas ce problème-là, pas encore, ce qui ne m'empêche pas d'être attentive à ces craintes plus que valables. Ce n'est pas un sujet à prendre à la légère, tout simplement parce qu'il va vraiment définir les conditions de travail et l'organisation de l'année. S'il y a suffisamment d'heures et même un surplus, ça laisse une marge pour tenter des projets et rémunérer dûment les personnes qui s'y impliquent. Ça permet même de sauver des postes avec les compléments de services reçus. Mais si les moyens ne sont pas suffisants, c'est à coup sûr des choix difficiles qu'il faut entamer. Et encore une fois, ce n'est pas le seul bon vouloir du chef d'établissement, ou sa volonté d'économiser à tout prix. Les suppressions de postes ne sont un plaisir pour personne. On use et abuse des HSA et HSE parce qu'il n'y a pas assez d'heures postes. Qu'on se le rappelle, la DAG, ce sont les services académiques qui les donnent aux établissements. Ça va donc bien plus loin que l'équipe de direction ou les enseignants. Et avec la pénurie de recrutement qui prend une forme grave et le projet gouvernemental pour l'éducation, ça devient de plus en plus compliqué d'anticiper au mieux. Interroger et comprendre l'éducation nationale. Qui a dit que c'était pas remuant? Vendredi prochain, même horaire, même endroit, encore et toujours. Ces personnels relèvent des collectivités territoriales. Ça leur joue les tours sur le statut. Et ils sont aux côtés des professeurs des écoles, des enfants et des parents en permanence, sans être beaucoup cités pour leur travail. Les ATSEM et les ASEM sortent de l'ombre, il était temps. En attendant, porte-toi bien et ne baisse pas les bras.